8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Jérôme Bastion. Le point sur l'actualité africaine. Au Mali, inquiétude de la communauté internationale et notamment de la médiation qui supervise les accords de paix impliquant les parties au conflit au nord du Mali après une montée de tensions et des accrochages autour de Kidal. Au Burkina Faso, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré, le CDP, se plaint d'acharnement et même de répression de la part du pouvoir. Son congrès ordinaire pour le renouvellement de ses instances a été repoussé sine die. Nous ferons le point également dans ce journal sur la situation en République démocratique du Congo, où le calme semble à peu près revenu, mais la MONUSCO, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, appelle à la retenue. Et puis, suspense au Gabon, à un peu plus de 24 heures du verdict de la Cour constitutionnelle sur le recomptage des votes du scrutin présidentiel. Enfin, nous irons rendre visite à un rhinocéros, dont c'est la journée internationale de la protection aujourd'hui, au pays de l'éléphant. Restez avec nous, vous comprendrez. Au Mali, réunion hier à Bamako de la médiation internationale dans la crise qui frappe le nord du pays, dans un contexte de tensions accrues dans la région de Kidal. La médiation est composée notamment des représentants de l'Algérie, de pays occidentaux, de pays voisins et d'institutions ouest-africaines. Elle a condamné les derniers affrontements et hausse le ton contre ceux qui bloquent le processus de paix. Bamako, Serge Daniel. C'est la première fois de manière plutôt claire que la médiation internationale dans la crise malienne sort le bâton. Des sanctions seront envisagées contre ceux qui constituent une entrave à la mise en œuvre de l'accord de paix. Un diplomate en poste à Bamako et membre de cette médiation internationale va plus loin et confie à RFI, je cite, « Nous avons des noms et il est clair que dans les deux camps, certains ne veulent pas le retour de la paix. Les deux camps, il y a le Gatia, groupe des Touaregs de la tribu des Imrad et alliés. Ils sont pro-gouvernement malien. Il y a aussi la coordination des mouvements de l'Azawad, la SEMA, la rébellion qui occupe la ville de Kidal. Entre les deux groupes armés, la tension reste vive sur le terrain. Dans un communiqué, la SEMA accuse le Gatia de violation du cessez-le-feu et de violation des droits de l'homme. Faux, répond le Gatia. La médiation internationale, au cours de sa réunion de ce mercredi dans la capitale malienne, demande aux deux mouvements armés de mettre un terme, je cite, aux graves affrontements. Fin de citation. En attendant les éventuelles sanctions annoncées, plusieurs observateurs ici font un constat. L'application de l'accord de paix d'Alger était poussive. Désormais, une grosse panne bloque son moteur. Serge Daniel, Bamako, RFI. Au Burkina Faso maintenant, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti du président Blaise Compaoré, se dit victime de répression de la part du pouvoir en place. Conséquence, le Congrès extraordinaire du parti qui devait se tenir ce week-end est reporté à une date ultérieure, non précisée. Le parti qui entendait renouveler son organe dirigeant, mais face aux différentes interpellations d'anciens ministres de Compaoré et de cadres du parti, ce Congrès extraordinaire a été reporté sine die. Yaya Boudani nous appelle de Ouagadougou. Selon le président par intérim du Congrès pour la démocratie et le progrès, l'une des principales causes du report de ce congrès extraordinaire est, je cite, l'acharnement du gouvernement contre le parti à travers un faisceau d'actes politico-judiciaires. Et le CDP donne en exemple l'interpellation d'anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, notamment l'ex-premier ministre et d'autres cadres du parti. Selon les responsables du bureau politique de l'ancien parti au pouvoir, ces arrestations ont pour but de créer un climat d'instabilité, voire de psychose, au sein du parti afin d'empêcher la tenue du congrès dans un climat serein. Achille Tapsoba, le président par intérim et ses camarades dénoncent, et je cite, avec véhémence l'acharnement avec lequel le gouvernement du mouvement du peuple pour le progrès s'en prend à ses militants et les intimide. Par ailleurs, le Congrès pour la démocratie et le progrès, dans leur communiqué, demande au gouvernement d'aller courageusement vers la réconciliation nationale, principale condition d'instauration de la paix, de la justice et de l'unité nationale. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI. En République démocratique du Congo, maintenant, le chef de l'État, Joseph Kabila, a adressé ses condoléances aux victimes et leurs familles hier, après 2 jours de violence dans la capitale. Il a également appelé l'opposition à reprendre le chemin du dialogue dans un communiqué publié hier. Capitale Kinshasa, où la situation semble à peu près revenue à la normale. Le bilan de ces affrontements qui ont suivi la marche appelée lundi par l'opposition, aussi entre 100 morts selon l'UDPS à l'origine du rassemblement et
32 victimes selon la police. La MONUSCO s'est prononcée en faveur d'une enquête indépendante pour déterminer les auteurs de ces violences. De son côté, la MONUSCO appelle les forces de sécurité à laisser les journalistes faire leur travail après une série d'incidents, le même 19 septembre, notamment l'arrestation brutale de notre envoyé spécial à Kinshasa, Sonia Rollet, et d'un de ses confrères de l'agence France-Presse, retenu par la police pendant plusieurs heures. Les directions de Radio France Internationale et de l'agence France-Presse ont condamné cette attaque. Et lors de la conférence de presse hebdomadaire de la mission, le directeur de la communication de l'agence onusienne, Charles Bambara, a dit regretter cette situation. Je voudrais dire que la collègue Sonia Rollet a le bras en bandeau parce qu'il a été prise à partie par les forces de sécurité. Elle n'est pas la seule, il y a d'autres qui ont été violentés par les forces de sécurité et une fois de plus, nous regrettons cela. Nous nous élevons contre cet état de fait. Les journalistes sont sur le terrain pour faire leur travail de reportage, de quête de l'information au bénéfice de toute la population et la population est vraiment la population dans sa globalité. Qu'elle soit de gauche, de droite, du centre, nous faisons, quand je dis nous, les journalistes font leur travail de collecte de l'information, d'information de la population et je crois que c'est très important qu'on laisse faire tranquillement ce travail-là. C'était Charles Bambara de la MONUSCO au micro de Sonia Rollet. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a lancé un appel au calme en RDC et insisté sur l'importance cruciale, je cite, de la tenue d'une élection présidentielle dans le respect de la Constitution. En bref, toujours en RDC, selon la société civile, la ville de Béni, à l'extrême est du pays, a une fois de plus été attaquée la nuit dernière. Les agresseurs ont incendié des habitations dans la partie nord, explique Gilbert Cambalé. Le bilan n'est pas encore établi, mais depuis quelques jours, des rumeurs circulaient sur la menace de cette nouvelle attaque. Au Gabon, c'est vendredi, demain donc, au plus tard, que la Cour constitutionnelle doit valider ou non l'élection contestée d'Ali Bongo, la réélection donc, en fait, du président sortant. Hier, les ministres de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et de la Communication ont donné une conférence de presse conjointe pour mettre en garde Jean Ping et les responsables de l'opposition avec un message simple. Le gouvernement et les forces de défense et de sécurité ne toléreront pas une quelconque tentative de déstabilisation des institutions après la proclamation des résultats définitifs attendus demain donc. Reportage sur place de Karine Franck. Nous savons ce qu'ils font, nous savons où ils sont. Le gouvernement gabonais met en garde l'opposition. Mathias Otunga Osibadjou, ministre de la Défense, sort pour la première fois de son silence. Nous constatons aujourd'hui que ce processus démocratique tend à se transformer en processus insurrectionnel militaire. Et dans ces conditions, nous devons agir parce que ces enfants à qui on apprend à fabriquer des objets explosifs, une fois qu'ils auront appris, ils vont s'en servir. Et les forces de défense et de sécurité ont pour mission de garantir la paix et la sécurité sur l'étendue du territoire. Et le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibinzé, de préciser « Nous n'avons pas l'intention aujourd'hui d'arrêter qui que ce soit, mais si Jean Ping franchit la ligne rouge et qu'il y a des violences, il en répondra personnellement. » Jean-Gaspard Toutoumaï, porte-parole de Jean Ping, réplique aussitôt. Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils préparent qu'on sait en réalité ? Est-ce que ce n'est pas qu'ils veulent s'imposer au pouvoir et qu'ils veulent déjà prendre de l'avance en disant dès le matin de l'annonce des résultats, on mettra des militaires dehors, on sortira la garde républicaine à tous les carrefours. C'est pas à M. Ping que ça s'adresse, c'est aux Gabonais. Ils disent aux Gabonais, le premier qui met la tête dehors, on dégaine. L'opposition rejette l'offre de dialogue du président Ali Bongo et explique « Viendra le temps de la réconciliation, mais pour le moment, les Gabonais attendent que la vérité des urnes soit rétablie. » Richard Rifono, Karine Franck, Libreville RFI. Au Sénégal, la mutinerie au sein de la prison centrale de Dakar, la prison de Rebeuss, a relancé le débat sur l'état et les conditions de détention dans les prisons du pays. Pour rappel, un détenu a trouvé la mort suite aux affrontements avec les gardes pénitentiaires en début de semaine. 27 autres ont été blessés, ainsi que 14 gardiens. La société civile, ces derniers temps, a multiplié les appels pour que des mesures concrètes soient enfin prises. À Dakar, les précisions de Guillaume Thibault. Le calme est revenu entre les murs de Rebeuss, un calme précaire. L'administration a réduit le nombre de prisonniers et lancé des travaux notamment pour construire douches et toilettes. Mais les détenus demandent avant tout d'être jugés dans les délais légaux, explique Malal Talla du mouvement Y en a marre. Certains détenus attendent depuis plus de 7 ans d'être jugés et il arrive qu'on soit jugé et qu'on soit acquitté et il n'y a pas de réparation.
Au moins 6 détenus sont sortis de la prison ce mardi matin, au lendemain donc de la mutinerie. L'un d'eux a accepté, en restant anonyme, de décrire les conditions de vie au sein de Rebeuss. Moi, j'étais à la chambre 9. Ça fait à peu près 10 mètres de long et 6 mètres de large. On est 213 personnes. Les gens ne dorment pas, les gens ne couchent pas, ne s'allongent pas comme ils veulent. Même quand tu veux aller à la toilette là, c'est tout à fait un problème. À Amnesty International, Seydi Gassama, le directeur du bureau sénégalais, souhaite une enquête indépendante sur la mutinerie et des mesures concrètes au niveau juridique et carcéral. Les cabinets d'instruction sont insuffisants. Il faut également construire de nouvelles prisons et fermer ces cachots qui sont indignes d'un État démocratique. La prison de Rebeuss date de 1929, c'est inacceptable. Les autorités pénitentiaires annoncent que de nouvelles mesures seront prises dans le futur pour faire face aux difficultés au sein des prisons sénégalaises. Guillaume Thibault, Dakar, RFI. En bref, en Mauritanie, les autorités ont démantelé une cellule de partisans présumés du groupe État islamique présentée hier à un juge d'instruction qui les a inculpés d'appartenance à une organisation terroriste. Selon des sources proches de l'enquête, les suspects voulaient notamment hisser des drapeaux de l'organisation État islamique et faire des inscriptions sur des bâtiments de la capitale pour faire croire à une forte présence de l'organisation en Mauritanie. Et puis aujourd'hui, c'est la journée internationale du rhinocéros, une espèce menacée de disparition à travers le monde. Eh bien, en Côte d'Ivoire, un rhinocéros qui avait causé la mort accidentelle d'un villageois il y a quelques mois à l'est d'Yamoussoukro est pourtant considéré comme une chance par les villageois. Ils espèrent voir l'espèce s'implanter dans un pays qui est plutôt le pays de l'éléphant. Reportage Frédéric Gara. C'est une bête magnifique de près de 2 tonnes et à double corne qui broute paisiblement l'herbe d'un pré à peine à plus de 50 mètres des habitations du village de Frondogo. Un rhinocéros mâle, sans doute issu de la réserve naturelle créée par le président Félix Houphouët-Boigny il y a plus de 30 ans et qui divague de village en village dans la région de Dimbokro. Un rhino qui fait palabre chez les villageois. Certains le trouvent paisible, d'autres hostile, voire dangereux. Kassi Aka, porte-parole du village de Diamalabo. Nous souhaiterions qu'avec l'accord des autorités, l'animal puisse être parqué auprès de nous. Ça serait un objet touristique pour le village, pour la région et pour nos autorités. Nous considérons que c'est un animal précieux parce que ça peut servir. Beaucoup de nos enfants ne savent pas ce que c'est qu'un rhinocéros. Donc à partir du moment où il est apparu chez nous, nous considérons que c'est un trésor. Daouda Traoré est le président de l'ONG Secours et Protection des Animaux. Il a été importé, je pense qu'il a été importé de l'Afrique du Sud à l'époque, au temps du président Houphouët-Boigny. La population tient à son animal. Mais je pense qu'ils veulent qu'on laisse l'animal et qu'on entretienne le pourtour de l'animal, que les gens viennent visiter, qu'ils apportent quelque chose. La population est donc partagée par la présence de ce rhinocéros, sans doute le seul vivant en liberté en Côte d'Ivoire. Reste à savoir quelles options prendront les autorités ivoiriennes pour parquer ou bien transférer l'un des derniers représentants de rhinocéros en Afrique de l'Ouest. Frédéric Gara, Abidjan, RFI. Et que vive donc le rhinocéros ivoirien tant qu'il n'est pas agressif. Afrique Matin sur RFI. Marie Casadebé. Le Cameroun table sur le tourisme d'affaires après la chute du nombre de visiteurs, notamment dans le Nord, si prisé il y a encore quelques années par les étrangers. Ce sera le dossier Afrique Éco dans quelques minutes. On fera ensuite un point sur les sports africains avec Antoine Grenier. Et puis Mama nous dira qu'au Gondwana, le dicton « Un homme averti en vaut 3 » prend tout son sens. Il sous-entend 3 mandats. Avant cela, la parole à l'invité de la rédaction. Au Congo-Brazzaville, il y a actuellement quelques 80 prisonniers politiques. C'est ce qu'affirme un collectif de partis et de mouvements de la société civile qui a déposé le 11 août dernier un rapport très documenté auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. En début de semaine dernière, sur notre antenne, l'un des auteurs de ce document, Maître Massengo Tiassé, s'inquiétait vivement pour la santé de plusieurs de ses détenus. Pierre Mabiala lui répond ce matin. Le ministre congolais est avec Christophe Boisbouvier. Pierre Mabiala, bonjour. Bonjour. Dans un rapport remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, un collectif de partis politiques et de mouvements de la société civile affirme qu'il y a quelques 80 prisonniers politiques au Congo. Qu'est-ce que vous répondez ? Eh bien, au Congo, il n'y a pas de prisonniers politiques. La qualité de responsable de parti politique ne suffit nullement à conférer la qualité de prisonnier politique. Chez nous au Congo, tout citoyen est lié à la justice de son pays par un serment d'observation de la loi.
Et la qualité d'homme politique ne confère aucune immunité juridictionnelle à qui que ce soit. Parmi ces prisonniers, l'un des plus emblématiques, c'est bien sûr le général Mokoko, l'un des principaux adversaires de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de mars dernier. Il n'a été arrêté qu'au mois de juin, c'est-à-dire 3 mois après le scrutin. Est-ce parce que malgré de multiples pressions, le général a refusé de reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso ? Pas du tout. Vous savez bien ce que le général a fait. Certains faits viennent de la France, vous le savez. Le général est inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche précisément ? Mais il s'agit de la perturbation de l'ordre intérieur établi. Vous savez bien qu'il a pris des contacts éditieux avec un certain nombre de citoyens dont je ne saurais vous dire la nationalité. Vous parlez de la vidéo enregistrée à Paris en 2007 ? Il y a cette vidéo et il y a aussi, tout récemment également, parce qu'il est en intelligence avec les forces hostiles étrangères. Et il y a des éléments de preuve dans ce sens ? Nous le saurons lorsque le juge d'instruction aura terminé son travail. En août, 2 mois après son arrestation, le général Mokoko s'est vu notifier une nouvelle inculpation pour trouble à l'ordre public. Pourquoi le parquet a-t-il chargé la barque ? Est-ce pour s'assurer qu'il ne puisse pas être mis en liberté provisoire ? Alors, trouble à l'ordre public parce que là aussi, il était en connivence avec un certain nombre d'autres citoyens congolais, en l'occurrence Jacques Bananganzala et Jean Gwabi. Alors vous parlez de Jean Gwabi Akonzo, qui est en effet un proche du général Mokoko. Lors de son arrestation, il a reçu de violents coups sur la tête. Aujourd'hui, il est en train de perdre la vue. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter son calvaire ? Mais il s'agit peut-être pas d'un calvaire. Le médecin chef de service médical et d'hygiène de la maison d'arrêt mentionne bien que M. Jean Gwabi a des antécédents de presbytie depuis 26 ans. Donc attention, ne liez pas cela à son arrestation. Selon son avocat, il voyait avant d'être arrêté et depuis son arrestation, il ne voit plus et il a subi des coups. S'il a subi des coups, moi je ne le sais pas. Vous ne craignez pas d'avoir un jour un prisonnier qui meurt en prison ? Mais personne ne va mourir en prison, ils sont suivis, M. Boisbouvier. Ils sont très bien suivis. Le 4 avril, au lendemain de l'annonce des résultats de la présidentielle, il y a eu des arrestations massives dans le quartier Bakongo de Brazzaville. Que sont devenues ces personnes ? L'instruction de leur dossier se fait de la manière la plus régulière. Les hommes sont actuellement détenus à la maison d'arrêt. Combien sont-ils aujourd'hui à la maison d'arrêt ? Une vingtaine. Et bientôt, ils vont être jugés pour crimes flagrants. Ont-ils subi des mauvais traitements ? Pas du tout. Pourquoi vous ne pensez qu'à ça ? Monsieur le ministre, merci. Le ministre congolais de la Justice, Pierre Mabiala, était avec Christophe Boisbouvier. L'économie africaine à 6h47, temps universel avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne. Bonjour Marie, bonjour à tous. On s'intéresse ce matin au tourisme au Cameroun à l'occasion du Salon des professionnels du tourisme Topresa qui se poursuit à Paris. Oui, le Cameroun qui peine à attirer les touristes. L'extrême nord du pays, la région la plus prisée des touristes occidentaux, souffre de l'insécurité liée à la présence des islamistes de Boko Haram. Les visiteurs européens ou américains ont déserté cette région et le reste du pays pâtit d'une image négative. Le Cameroun a donc décidé de changer de cible et de tabler sur un tourisme d'affaires et régional. Un dossier Afrique-Éco signé Gaël Alex. Sur son stand, Daniel Nganoul, directeur de la promotion du tourisme au Cameroun, est bien déterminé à mettre les points sur les i. De Boko Haram, il en a déjà trop soupé. On parle beaucoup de Boko Haram, mais Boko Haram sévit dans une région sur les 10 régions du Cameroun, dans la région de l'extrême nord. Mais aujourd'hui, tout le reste du pays est sécurisé et visitable en toute saison. Nos forces de défense et de sécurité font beaucoup d'efforts pour les groupes organisés. Le ministère du Tourisme s'est arrangé avec les forces de défense pour les accompagner de façon discrète. De même que les sites touristiques et les établissements de tourisme, il y a une certaine sécurité qui est organisée tout autour. 900 000 personnes ont visité le Cameroun en 2015, dont la majorité provient de la sous-région. Les vacanciers occidentaux ont abandonné la destination, mais le tourisme d'affaires, en revanche, se porte bien. Benoît Kounchou est tour opérateur. On n'a plus beaucoup de chasseurs qui vont pour la chasse.
On n'a plus beaucoup de gens qui vont pour les safaris photos, mais par contre, nous développons un tourisme d'affaires. Le Cameroun est un pays qui a quand même une croissance de 6%. Donc ça attire quand même des investisseurs. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons un programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises françaises qui recherchent de la croissance en Afrique centrale. Chaque mois, nous avons au moins une ou deux sociétés qui partent pour le Cameroun. Ils vont toujours allier tourisme et affaires. Autre public que souhaite capter le ministère du Tourisme, les Camerounais eux-mêmes, qui voyagent beaucoup à l'intérieur de leur pays, à la faveur notamment de certaines traditions. Pierre Moifo gère l'hôtel Sawa à Douala. Le tourisme intérieur se caractérise par nos cultures, nos traditions. Chaque semaine, il y a des funérailles qui sont organisées, particulièrement dans la région de Grassfield, dans le nord-ouest du Cameroun et dans l'ouest du Cameroun, qui sont en fait des célébrations qui se font pour commémorer les morts. Ces funérailles se tiennent pendant une semaine, pendant 2 jours, pendant 3 jours et regroupent les membres d'une famille, leurs amis et leurs connaissances. Donc il y a même des personnes qui viennent de l'étranger. Et donc ce mouvement important fait que toute l'année, il y a une activité touristique soutenue. Aujourd'hui, le tourisme représente moins d'1% du produit intérieur brut camerounais. Un dossier africain-sénégal, Alex. En bref, le Kenya poursuit son objectif de développer l'accès à Internet. Oui, le gouvernement n'est pas satisfait des avancées. Les 2 opérateurs 4G tardent à déployer les infrastructures dans les différentes régions, un retard dû au coût très important des installations. Le gouvernement va donc mettre la main à la poche pour aider ces opérateurs. Dans les 4 prochains mois, il va pousser aussi les opérateurs télécoms à partager leurs infrastructures afin d'accélérer le processus et offrir le meilleur Internet à un meilleur coût. Le Kenya qui organise en ce moment les premières réunions préparatoires de la conférence mondiale sur les radiocommunications qui aura lieu en 2019 à Nairobi. À New York, le forum US Africa Business s'est terminé hier. Oui, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'objectif attirer les investissements américains sur le continent, dans les domaines de l'énergie, des transports notamment. À cette occasion, l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote a été nommé vice-président de l'US Africa Business Center, l'instance chargée de promouvoir les échanges entre les États-Unis et l'Afrique. Merci Anne Verdaguet, on se retrouve dans une demi-heure pour l'économie internationale. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Et pour l'heure, on passe aux sports africains avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine. Bonjour Marie. Et l'actualité du football, c'est d'abord Samuel Eto'o, l'attaquant camerounais suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club. La faute à une sortie du joueur sur les réseaux sociaux, accusant de racisme à son encontre une partie de la direction d'Antalyaspor en Turquie. Je cite: peut-être que certaines personnes ne me respectent pas parce que je suis noir. Déclaration qui n'a pas plu évidemment au président du club où évolue Eto'o depuis 2015. Safak Öztürk a donc décidé d'écarter son capitaine, alors même que le début de saison de l'équipe est déjà sportivement difficile. Un seul point pris en 4 matchs du championnat turc. Antalyaspor, avant-dernier du championnat. Le football en France maintenant est sur le terrain avec un leader inattendu, Nice, qui est en tête de la Ligue 1 à l'issue de la 6e journée. Les Aiglons, larges vainqueurs de leurs voisins monégasques, 4-0 et qui peuvent remercier leur attaquant italien d'origine ghanéenne, Mario Balotelli, auteur d'un doublé hier soir. Large succès également pour l'Olympique lyonnais, 5-1 sur Montpellier. L'homme du match, c'était bien Nabil Fekir. Le joueur d'origine algérienne y est allé de son doublé, un bon coup de pouce à son équipe et un soulagement pour lui après son opération du genou. C'est une bonne soirée pour l'équipe et pour moi. Voilà, on était dans une bonne dynamique, on a réussi à gagner, même si c'était mal embarqué au début. On a eu les ressources pour gagner ce match. Ça m'a fait du bien. Voilà, au début de saison, j'avais une petite gêne au genou. Ça m'empêchait d'être à 100%. Maintenant, j'espère que voilà, les blessures vont me laisser tranquille. Il m'a nettoyé le ménisque, enlevé un petit morceau qui traînait. Maintenant, je me sens libéré et c'est bien pour moi. Et du côté des internationaux africains, fortune diverse. La joie pour Giovanni Sio, l'international ivoirien du Stade Rennais, avait ouvert la marque à la 41e minute contre Marseille. Mené ensuite 2-1 à quelques instants du terme, les Bretons se sont finalement imposés 3-2. Et puis la déception pour Emmanuel Imorou, le défenseur béninois de Caen. Il n'a pas pu empêcher la défaite des Normands sur la pelouse d'Angers, 2-1, malgré le premier but en professionnel de son coéquipier Yann Karamo, natif d'Abidjan. Emmanuel Imorou déçu, bien évidemment. Ils ont reculé, ils ont plus subi, donc je pense que c'est aussi la conséquence de ça. Malgré tout, dans le match, on a eu aussi quelques situations qu'on a peut-être un peu mal gérées, mais il y avait la place pour au moins faire un match mieux. Les autres résultats de la soirée: victoire de Guingamp sur Lorient 1-0 et le Bordeaux à Metz 3-0, 0-0. C'est le score final entre Bastia et Nancy. Un score identique entre Nantes et Saint-Etienne. Au classement, je le disais, Nice est premier devant Monaco et le Paris Saint-Germain.
On termine avec le tennis. Entrée en matière réussie pour Malek Jaziri au tournoi de Metz. Le Tunisien vainqueur en 2-7 logiquement du Croate Ivan Dodig 6-4, 7-6 au premier tour du tournoi qui se déroule dans l'est de la France. Le Tunisien aux alentours de la 55e place à l'ATP. Aujourd'hui, deuxième match pour lui, ce sera contre le Français Vincent Millot. Et puis si vous avez raté le premier grand choc de la Liga, c'était hier soir entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, des clubs qui se sont quittés sur un match nul un partout. C'est à retrouver sur la page sport de RFI.fr. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Vous offrir des facilités de voyage en alliant confort, sécurité et temps de transit très court dans notre hub de Lomé est notre mission. C'est pourquoi nous avons réaménagé notre programme de vol afin de vous offrir chaque jour des vols directs en aller-retour entre Abidjan-Lomé, Lomé-Lagos, Douala-Libreville, Lagos-Douala, Accra-Lomé, Cotonou-Lomé et toujours depuis notre hub de Lomé, connecté directement Sao Paulo et New York grâce à notre partenaire Ethiopian Airlines. Partez du bon côté. Choisissez Askai. Askai, the Pan-African Airlines. MBWay Management et Business School International lance 3 MBA certifiés par l'État français, délocalisés dans les campus Afrique de Pigier-Côte d'Ivoire, Pigier-Bénin et Pigier-Cameroun, avec possibilité de double diplomation. Franco-britannique MSc de l'Université de Bedfordshire, Londres, et franco-américaine de l'Université de Winthrop en Caroline du Sud. Rentrée universitaire en janvier 2017 en MBA. MBWay, la business school la plus proche pour aller loin. www.mbway.com. Protégeons nos océans. Sous l'égide de l'Union africaine, l'Afrique s'unit pour la sécurisation de ses eaux territoriales, facteur essentiel de développement et de cohésion sociale. Du 10 au 15 octobre 2016, Lomé accueille le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Sommet extraordinaire sur la sécurité et la sûreté maritime du 10 au 15 octobre à Lomé. Plus d'infos sur le www.sommet-lomé.org. Protégeons nos océans. Écoutez RFI en langue mandingue. RFI vous informe en mandingue du lundi au vendredi de 8h à 8h30 et de 12h à 12h30 temps universel. Retrouvez l'actualité internationale et africaine et nos programmes avec RFI Mandincan. Pour écouter ou réécouter nos journaux et émissions ou vous informer sur nos programmes, connectez-vous sur ma.rfi.fr ou téléchargez notre application sur la plateforme de votre choix. Le vrai sens des mots, celui qui se cache souvent sous des tas de circonvolutions. Maman le connaît. Bonjour Maman. Bonjour Marie. Au Gondwana, certains dictons prennent une toute autre signification. Oui, en très démocratique république, nous faisons les choses comme bon nous semble, parce que nous sommes un peuple souverain et jaloux de son indépendance. Ou plutôt, pour être plus précis et plus honnête, c'est notre leader bien-aimé, son excellence président fondateur, qui fait comme il veut, n'en déplaise aux jaloux saboteurs aux yeux de crocodile, de l'opposition, de la société civile et même de la communauté internationale, qui veulent empêcher qu'on lui donne, ou plutôt qu'il se donne son 3e mandat qui à lui et qui à lui. Il fait ce qu'il veut, notre leader bien-aimé. Oui, c'est lui le boss. Personne n'a à lui dire comment s'habiller, à quelle heure se coucher, quel ministre garder dans son gouvernement, quand organiser une fête d'anniversaire ou bien un référendum. Par exemple, là, tout le monde lui dit que faut faire gaffe, que après tout ce qui s'est passé dans la République de la Princesse à cheval, c'est-à-dire révolution, transition, RSP, coup d'État raté, tout ça, c'est parce que son collègue avait voulu faire un référendum pour couper une oreille à la Constitution et avoir un 3e mandat. Et que donc, il faut pas refaire la même erreur que lui parce qu'un homme averti en vaut 2. Et ça, faut pas le dire à notre leader bien-aimé, hein. Oui, quand on lui dit qu'un homme averti en vaut 2, il te répond qu'un homme averti en veut 3. Oui, 3 mandats, puis 4, puis 5, etc. Oui, petit. Les autres font des erreurs parce que c'est des amateurs. Moi, je suis un professionnel. Eh oui,
C'est pour ça que nous l'aimons, notre leader bien-aimé. Il ne laisse rien au hasard, un bon professionnel. Il regarde les erreurs que font les autres et il rigole parce qu'il sait que ça ne peut pas lui arriver. Par exemple, il n'attend pas qu'un ministre ou un député de son camp démissionne et rejoigne l'opposition parce qu'il est contre le 3e mandat. Mais non, président fondateur le licencie direct. Ben oui, dehors du gouvernement, mon ami. Va crier là-bas, mais tu vas laisser ici la Mercedes de fonction, les voyages en première classe, les palaces et l'argent de poche. Président fondateur fait le ménage très vite avant que la poussière devienne de la boue. Oui, petit, c'est exactement ça. Je fais le ménage moi-même. Ici, c'est moi le balai citoyen, quoi. Vous voyez, notre leader bien-aimé n'a peur de rien, parce que le boss, c'est lui. Les gens peuvent manifester comme ils veulent. Il répète que lui sait jouer du tambour comme son collègue de la République des tambours. Et on a vu ce qui s'est passé, hein. Et on verra ce qui se passera demain dans votre prochaine chronique. Tout de suite, c'est le journal sur RFI.